première question est très simple, c'est le côté carte d'identité, fiche d'identité. Redites-nous qui vous êtes. Donc je m'appelle Lionel Corsini, je suis natif de Marseille, je suis musicien, producteur, DJ depuis toujours en fait. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de disques et je me produis un peu partout dans le monde depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors, vous êtes notamment beaucoup baladé avec un groupe brillantissime qui s'appelait Troublemakers. Voilà. Et depuis, vous étiez 3, c'est ça? Chacun a pris son chemin? Ouais, ben là on recommence à travailler ensemble depuis peu. D'accord. Voilà. Et puis moi après je suis parti en Afrique pendant 5 ans faire des résidences là-bas avec des musiciens sur place. J'ai fait une quarantaine de pays comme ça en Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud avec un autre projet. Et puis je fais mes disques solo depuis quelques années. Alors vous êtes une exception dans notre liste parce qu'on a surtout invité des gens qui ont des lieux, qui ont des structures intermédiaires, grandes ou pas. Vous êtes un artiste, donc je vais vous poser une question un petit peu différente que celle qu'on pose aux autres. J'ai le sentiment, moi, que vous, les DJ, parce que vous êtes DJ, vous tenez parfois les platines 6 heures, 7 heures. Je crois savoir que vous êtes d'excellents observateurs de nous, le public, de ce qui nous fait réagir, de sur quoi on danse pas, du rythme qu'il faut maintenir dans une nuit. Est-ce que vous confirmez cette qualité d'observateur qu'on croit connaître chez vous? Mon activité, c'est 50% DJ, mais 50% aussi musicien, où je travaille avec mon ordinateur, avec des musiciens sur scène. Mais bon, après, le rapport est le même. Depuis quelques années, bon, déjà, le rôle de DJ, malheureusement, a beaucoup été vilipendé depuis quelques années, puisqu'on est passé d'une activité où il y avait très peu de personnes, où maintenant où presque tout le monde est DJ avec son iPod, etc. Mais au départ, le DJ, c'est quelqu'un qui est là pour éveiller la curiosité. Dans les années 50, c'était les personnes qui faisaient découvrir la musique aux gens via la radio. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, le côté DJ, il y a eu un côté un petit peu commercial, marketing autour de tout ça, qui fait que c'est un petit peu une image un petit peu amoindrie, qui éveille moins la curiosité des gens, qui est plutôt là pour faire danser les gens sur des morceaux qu'ils aiment bien. Moi, j'essaie de faire le contraire, c'est-à-dire j'essaie de faire danser des gens plutôt sur des morceaux qui ne connaissent pas, ou alors voilà, mais tout en restant de toute façon gardant le rythme, comme on peut dire. Mais après, l'observation, non, les gens, moi j'aime bien la tête et les jambes, quoi, c'est-à-dire faire danser des gens sur des choses, voilà, qui n'ont pas l'habitude d'écouter à la radio, vu que les radios et la télévision ne sont là que pour colporter de la musique plutôt mainstream et pas très intéressante. Et déjà connu pour le coup. Et déjà connu, donc je vois pas l'intérêt de danser sur des choses qu'on connaît déjà. Et donc avec cette double casquette d'observateur, peut-être triple casquette, parce qu'on va en parler dans un instant, vous êtes aussi très engagé à travers votre pratique. Finalement, il y a un engagement politique, vous êtes un citoyen, vous êtes un producteur, un DJ. Comment vous la voyez évoluer, cette société, notamment ce rapport qu'on a tous aux musiques, à la musique? Bon, déjà, l'accès à la musique a été beaucoup facilité par Internet, donc du coup, on se retrouve avec des gens qui collectionnent beaucoup, qui vont dire, ouais, moi maintenant j'ai l'intégrale de telle personne, mais finalement, est-ce qu'ils écoutent véritablement toute cette collection-là? La musique est partout aujourd'hui, dans les magasins, dans la rue, etc. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile quand même pour les musiciens et aussi à cause d'Internet déjà de vendre le travail qu'on fait, puisque tout est trouvable sur Internet et gratuitement via des plateformes de streaming, etc. Donc ça c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque justement des Troublemakers où on vendait encore des disques. Aujourd'hui on vend moins de disques, il faut de la visibilité partout, il faut faire du YouTube, faire des clips, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe, on est dans une révolution musicale depuis une dizaine d'années, donc j'attends de voir comment ça se passe, mais il y a beaucoup de gens que je connais qui font de la musique et qui ont certainement plus de talent que moi, mais qui ont disparu parce que justement il fallait avoir une casquette un peu plus large qu'aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la musique, se faire connaître, poster des choses tous les jours, etc. Et ça c'est devenu très compliqué, je trouve, pour certains artistes. Et d'ailleurs je pense que alors ça a ouvert pas mal de possibilités à des amateurs qui font connaître leur travail finalement, mais je pense que la qualité, on a beaucoup perdu en qualité musicale, quoi. Alors je voudrais qu'on profite de ces quelques minutes ensemble avec le dernier point de cette interview express, mais qui est une histoire quand même importante et exemplaire. J'aimerais bien qu'on la raconte peut-être en prenant le temps dans Télérama prochainement. J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de concert
financé par l'argent public qui devait avoir lieu, je crois, pour Marseille 2013, Ouais, en plus. avec David Guetta, et que vous avez finalement participé à faire annuler. Racontez-nous cette bataille, ce qu'elle a été, etc. En fait, la mairie et une maison de production de la région avaient décidé d'allouer 400 000 euros de subvention au mois de décembre pour un concert. Pour l'instant, l'artiste n'est pas connu. Et moi, j'ai appris, genre au mois de février, que c'était déjà au Parc Borély, un endroit que personne n'a jamais eu, des gens qui organisent des festivals, qui organisent des soirées, etc. On n'avait jamais pu avoir. Et j'ai appris qu'Adam Productions allait produire un concert de David Guetta. Alors, je veux bien revenir là-dessus. Que ça aurait été Stevie Wonder ou n'importe qui, ça m'aurait été égal. Mais surtout, moi, ce qui me dérangeait, c'est de l'argent public, 400 000 euros pour un concert à 80 euros l'entrée, en pleine période de culture Marseille 2013. Donc, soi-disant une grande fête populaire, voilà, mais donc, à 80 euros l'entrée. Donc avec d'abord tout seul et ensuite avec des gens, parce que j'étais quand même bien entouré, on a réussi, en fait, via une pétition, via un engagement aussi sur les réseaux sociaux, à faire annuler. On n'a pas fait annuler le concert a eu lieu au Dôme, mais par contre, on a fait annuler la subvention. Car on a aussi prouvé que cet argent-là, qui venait d'un fonds d'art contemporain, donc c'est un peu bizarre d'allouer 400 000 euros avec un fonds d'art contemporain pour un concert de David Guetta à 80 euros l'entrée, on a réussi à faire annuler cette subvention, et qui a disparu d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il en est advenu de ces 400 000 euros. Et on a réussi donc à faire déplacer le concert, il n'y a plus de subvention, et voilà, ça a été une année entière de lutte juste pour cet événement-là, mais je trouvais ça important de montrer que c'est juste une goutte d'eau par rapport à ce que la mairie peut gaspiller. Et cette année 2013, ça a été un gaspillage mais hallucinant, avec rien derrière, puisqu'aujourd'hui on voit tous les grands lieux qui ont été faits avec cet argent. Il y en a pas mal qui ont disparu, la Villa Méditerranée, il y a pas mal d'endroits qui ont ponctionné beaucoup d'argent en 2013, qui aujourd'hui ne servent à plus rien. Et donc ça, pour moi, c'était important d'aller jusqu'au bout de ce truc-là, pour montrer déjà qu'on a une mairie qui gaspille énormément des gens par son inculture et finalement parce que voilà, on est quand même dans la ville gérée par les élus les plus mafieux de France, quoi. Et cette verve, cet engagement, cette envie d'aller en découdre, finalement, vous avez décidé de continuer. Ouais, on a puisque, ayant constitué ce réseau, c'est comment? C'est par Internet en fait, aussi ou... Voilà, ça a démarré avec un groupe on était 30 000 personnes sur Facebook. Là, on a monté un groupe où les gens viennent s'inscrire d'eux-mêmes, qui s'appelle les Sentinelles sur Facebook, et on dénonce pas mal de choses de la mairie. Donc il y a beaucoup de travail puisque c'est quand même journalier. Tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Donc là, par exemple, on a beaucoup travaillé sur les boues rouges qui sont rejetés en Méditerranée, une affaire qui est remontée jusqu'au ministère et qui maintenant a été reprise par pas mal de groupes écologistes, etc. La Villa Valmer en ce moment, parce qu'ils veulent la privatiser, ils veulent en faire un parking, alors que bon, c'est un bien public et il n'y avait pas à faire ça. Les points d'eau à Marseille, on est la ville où il y a le moins de points d'eau pour les gens. On est quand même dans la ville la plus pauvre de France, la plus polluée. Il n'y a pas de points d'eau pour les gens. Il y a 9000 personnes qui dorment dans les rues. Bon, au bout d'un moment, moi je pense que... Alors, c'est peut-être pas mon rôle de faire ça, mais je trouve que c'est important d'éveiller les gens et de leur faire comprendre que... en continuant à avoir un maire qui est élu que par 20% de la population, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir trouver des alternatives pour la culture, pour le bien vivre, pour la société d'aujourd'hui, parce qu'on est vraiment un exemple en France, je pense, de cette gestion qui est vraiment minable, quoi. Merci beaucoup pour ces explications. Merci.